Alors, on est au début des années 2000. En 2002, je prends ma retraite. Certains collègues me demandent pourquoi tu prends ta retraite à 60 ans, alors que tes classes sont pleines, tu diriges des tas d'étudiants. Et je leur réponds, moitié en blague, mais moitié seulement. Ah, j'aime mieux partir maintenant, quand les choses vont bien, plutôt que de durer jusqu'à ce qu'on dise, non mais quand est-ce qu'il va foutre le camp, le vieux, tu sais, bon, voilà. Et une autre raison, peut-être aussi profonde, d'abord j'ai enseigné 34 ans, j'ai goût de pouvoir passer à autre chose. Mais également, une question plus familiale. Elena, la jeune Espagnole que j'ai séquestrée à 20 ans, elle en a 60 maintenant, et les hivers québécois sont de plus en plus durs pour elle. Donc, c'est problèmes pulmonaires qu'elle traîne depuis les hivers à Madrid, dans les logements pas chauffés à l'époque, d'après la guerre civile. Et on décide d'aller, donc de prendre la retraite tous les deux, et de pouvoir passer comme ça 3 mois d'hiver en Espagne. Et c'est ce qu'on va commencer à faire à partir de 2002. Pour moi aussi, ça va me permettre, j'espère, de pouvoir enfin finir le bouquin avec un B majuscule, commencé des années auparavant sur les nahuatl, et auquel j'avais pu mettre un terme. J'ai fait un brouillon dans un séminaire là-dessus, et j'ai même des brouillons en espagnol, des brouillons en français. Je l'ai commencé de toutes les manières et j'arrive pas à avoir le terme. Et là, je dis, ça y est, je vais m'y mettre et je vais y travailler. Alors, on m'offre en même temps d'aller donner... on m'avait offert déjà en 99, pardon, de donner un séminaire en Espagne, dans ma dernière sabbatique, qui portait justement sur ethnosciences, peuples autochtones, les Nahuas mexicains. Et donc, ça m'a permis de retravailler mes matériaux là-bas, pendant un semestre sabbatique que j'avais. Alors maintenant, je me sentais prêt à aborder ça et je voulais vraiment accoucher de ce bouquin. Et bon, vous savez ce que c'est, l'année universitaire? On commence en août à préparer nos bibliographies. En mai, on se dit en fait, tout c'est fini. Mais là, il nous arrive des tests, des mémoires, des trucs, et on se retrouve à travailler 6 semaines sur le livre qu'on avait prévu de travailler. Et on a juste le temps de se réchauffer, et déjà, il faut préparer l'année suivante. Bref, j'ai besoin de plus de temps. Alors, c'est le projet principal que j'ai en tête. Je continue donc d'aller au Mexique. Je vais régulièrement tous les ans. Même si ce n'est pas pour de longues périodes, je ne veux pas perdre le contact avec le terrain. Et avec les gens du taller de la tradition orale, avec les gens de la Tosepa Tatanisque, suivre un peu la dynamique de tout ça. Et d'autre part, maintenant, ils sont arrivés des faits que je n'avais pas prévus. Par exemple, on m'avait offert de donner un cours en Espagne en 1999. On m'offre la chaire de développement durable à l'Université de Valence en 2003. Ensuite, on m'offre des cours à Séville, à Grenade, à Lérida, qui vont occuper une partie de mon temps là-bas. D'expériences intéressantes qui me permettent, entre autres, de diversifier un peu mon expérience sur les milieux autochtones. Je donne des cours sur les mouvements autochtones. Alors là, je suis obligé de sortir du Mexique et de l'Amérique centrale, de plonger dans les Andes. Je rencontre aussi des gens qui travaillent dans ces milieux. En même temps, je fais partie d'un groupe de recherche ici. Dès ma retraite, je m'intègre à un groupe de recherche de l'UQAM. C'est intéressant de noter que ça a surtout été vers l'UQAM que mes activités, mes relations se sont orientées après la retraite, beaucoup plus que vers l'Université de Montréal. Je suis en train de recommencer là, avec le regroupement sur les études latino-américaines, mais ça se donne comme ça, c'est des gens de l'UQAM qui m'invitent et je vais avec eux. Donc, je travaille avec un groupe de recherche, le GRIPAL, dont le coordinateur André Corten, et qui s'intéresse aux imaginaires latino-américains. Et comme je vous disais, c'est l'aspect que je considère encore faible de mes recherches. J'avais travaillé beaucoup l'économique, beaucoup la politique. Il me manquait l'aspect plus immatériel de la culture, les imaginaires. Je travaille et entre autres, je peux participer à des séminaires extrêmement intéressants. Je suis exposé à l'état d'idées nouvelles. Je n'avais jamais lu Castoriadis. Je me tape l'institution imaginaire de la société. Pas mauvais. Bon, certains chapitres sont peut-être un peu longs, mais il y a quelques bonnes idées là-dedans. Donc, on profite toujours de ces lectures et des discussions qu'on en a. Et voilà, donc pour moi, ça commence une période de 12 ans, de 2002 à 2014, que je vais considérer extrêmement profitable. Extrêmement profitable parce que d'une part, je peux mener à terme un projet que j'avais commencé il y a longtemps, ce fameux bouquin Corps, Cosmos et Environnement chez Nahuatl de la Sierra, en collaboration avec le taller de tradition orale, sur la base de nos recherches des années 80, complétées dans les années 90 et encore dans les années 2000. Je peux initier de nouvelles recherches aussi dans... C'est une préoccupation que j'ai toujours eu en tête sans jamais avoir l'occasion de la mettre en marche. Par exemple, je m'intéressais aux Andes depuis longtemps. J'avais rêvé d'être archéologue au Pérou. Au moins savoir un peu d'ethnologie des Andes, ça m'intéressait aussi.
Et j'ai la chance, avec le groupe de recherche, le GRIPAL, de faire 2 stages de terrain en Bolivie. Alors là, c'est la comparaison avec le Mexique, comparaison, les différences, les similitudes. Donc, ça brasse un tas d'idées particulièrement intéressantes pour moi. On publie quelques articles là-dessus. On se concentre surtout sur le phénomène de la violence et de la violence politique. Violence politique qui a une caractéristique particulière en Bolivie, c'est que la Bolivie est, à l'époque, un des endroits où il y a le moins de violence délinquante en Amérique latine, mais un des endroits où les gens le plus facilement sortent dans la rue et dans les années 2000, présentent leurs revendications et contestent le pouvoir. Alors, cette étrange relation là, entre peu de violence civile ou délinquante et beaucoup d'actions, disons des actions directes au plan politique, m'intéresse pas mal et je travaille là-dessus. Ça me permet également de faire un parallèle avec, avec la violence nawa. Je redécouvre que le milieu où j'ai travaillé depuis longtemps n'est pas exempt de violence. Comme beaucoup d'ethnologues, j'avais été porté plutôt à mettre cette violence de côté, en la considérant comme une sorte de manque. Un peu comme Lévi-Strauss le disait dans Tristotropique. Quand la violence se manifeste dans des groupes, quand l'antagonisme se manifeste, c'est parce que l'échange manque, la réciprocité défaillante. On le considère comme un manque et non pas comme une partie constituante de société. Or, les diverses sociétés ont chacune les formes de violence qu'elles acceptent, celles qu'elles rejettent. Donc, cette réflexion sur la violence, pour moi, est particulièrement enrichissante. La réflexion sur le mouvement indien dans les Andes aussi, puisque je compare également dans mes cours et dans mes recherches, Équateur, Bolivie et Mexique, me permet aussi d'éclaircir beaucoup mes idées là-dessus. Et donc, également, mais quand même, c'est beaucoup de temps passé aussi pour les cours. Je prépare des cours nouveaux, je rencontre des publics étudiants nouveaux, parfois, à certains égards, beaucoup plus chaleureux que les milieux que j'avais ici. Je me souviens, je commentais à un copain après un cours en Espagne, un cours à Séville. Je dis, non, Pablo, je dis, vraiment, les étudiants n'ont pas posé une seule question, hein, vraiment, est-ce que ça les intéresse? Oui, je crois. Il dit, ben, un instant, on va au bar, c'est là que ça se passe. Et bien sûr, on est allé dans un petit bar sympathique, et là, tout ça. Et ensuite, j'ai découvert qu'à Lérida aussi, en Grenade aussi, c'était au bar que se faisaient les contacts. Alors donc, des étudiants d'études supérieures, qu'on appelle les masters là-bas, une sorte de maîtrise, mais une maîtrise qui va être l'équivalent d'un doctorat, enfin bref. C'est pas très clair, la réforme européenne au niveau de l'enseignement. Mais bref, j'avais des étudiants donc, de degré supérieur qui avaient déjà souvent une expérience de pratique, soit une expérience de terrain, une expérience de travail au tiers-monde, ou une expérience de travail en Espagne qui venait compléter par un diplôme en anthropologie. Donc des années particulièrement intéressantes aussi dans la mesure où on reprend un contact beaucoup plus direct et plus complet, Elena et moi. On était avant ça pris chacun dans nos métiers. Bien sûr, on échangeait beaucoup. Mais Elena dans son boulot, moi dans le mien. Et là, tout à coup, on découvre qu'on peut échanger tout le temps. Elena a son propre projet qu'elle décide aussi, son livre dont elle décide d'accoucher, que je vous ai montré tantôt, là. Son livre, les itinéraire espagnol, vie en fragments, itinéraire espagnol du XXe siècle. Donc, où elle raconte à la fois l'histoire de l'Espagne et l'histoire de sa famille dans la période troublée qui va de la guerre civile, un peu avant la guerre civile, qui va de la guerre civile à la période de son arrivée au Canada aux années 60, en plein franquisme. Donc, comme je vous disais tantôt, je l'aide à son travail de terrain, à des entrevues à faire, et en même temps qu'elle a continué de m'aider, comme j'aurais dû le dire au début, pendant toutes ces années, à relire mes textes et à m'apporter non seulement des correctifs linguistiques et grammaticaux, mais en disant, écoute, là, il n'y a personne qui va te suivre. Ce paragraphe-là, il n'y a personne qui le comprend. C'était vraiment mon premier public pour tous mes écrits. Et j'apprécie au plus haut point sa collaboration. Donc, alors, c'est une période particulièrement dense, particulièrement intense. Et pour moi, ce qui est assez frappant, c'est quand les gens disent, mais c'est quoi ta retraite? Et que je leur raconte tout ça, mais ils disent, mais c'est pas une retraite. Mais je dis, moi, c'est la retraite comme je veux la faire. J'avais décidé de tourner une page. OK, les cours, les réunions de département, etc., les quantités de mémoires et de thèses à diriger, puisqu'en carrière, en faisant le compte, j'ai découvert que j'avais dirigé 54 mémoires de maîtrise et 22 thèses de doctorat. Ça prend beaucoup de temps. Alors, j'en ai conservé quelques. J'ai gardé tous mes étudiants jusqu'à ce qu'ils aillent à leur terme. Mais là, j'en prends plus beaucoup. Et donc, davantage de temps pour mes recherches, comme vous voyez d'après les publications qu'on a là. Alors, je peux finalement passer un bon nombre de phénomènes du stade de données au stade de publication. Et alors, je reprends le travail je continue le travail avec les collègues du taller de la tradition orale. Alors là, on reprend nos données, on les complète et on les amène à la publication.
Tout ça nous amène donc à la période actuelle. Pour moi, la période actuelle est caractérisée par deux principaux centres d'intérêt. Disons que maintenant qu'Elena est décédée, j'avoue que pour moi, l'intérêt des grands séjours en Espagne est pas mal moindre. J'ai avisé mes collègues espagnols dès l'an dernier, d'ailleurs, quand j'étais tombé malade l'hiver dernier, que on changeait les projets, raison de force majeure, je ne pensais plus retourner pour de longues périodes. Et d'autre part, du côté du Mexique, par contre, ça s'est à peu près dans le même temps raffermi ou ça s'est densifié, dans la mesure où, suite à la question de la lutte contre les compagnies minières, les Autochtones ont dit, ben, écoute, on a besoin des données que vous faites comme anthropologue. En même temps que l'école alternative de la Tosepan Titatanisque disait, écoute, nous, on fait des manuels pour nos enfants. On ne veut pas des manuels inventés à Mexico, on leur parle des tas de cactus alors qu'il n'y a pas de cactus ici. Et on veut encore moins des manuels inventés en Espagne, on leur parle des bouleaux et des hêtres alors qu'il n'y a jamais eu l'ombre de ça dans la Sierra. Ah ben, je dis, écoute, nous, on a tous nos matériaux d'ethnobotanique. Parfait, en langue autochtone en plus, ça peut pas aller mieux. Et les animaux, et dès l'an dernier et cette année, je travaille avec les profs de cette école alternative. On a fait des enquêtes de terrain avec eux. Je suis allé avec les gamins dans la montagne. On ramasse des herbes, on ramasse des fruits, on ramasse des fleurs. Et ensuite, ils nous arrivent à l'école. Ils disent, j'ai parlé à mon grand-père, il sait des tas de choses. Et celui qui n'a pas de grand-père dit, moi, j'ai parlé au concierge de l'école, il sait des tas de choses aussi. Et donc, identifier les plantes, dire à quoi ça sert, et les mythes et les légendes là-dessus. Donc, il y a toute cette, disons que tout cet aspect, là, toute cette recherche appliquée. La recherche appliquée, cette recherche appliquée au Mexique, qui pour moi ou recherche impliquée, qui est devenue de plus en plus importante. Bon, dans la mesure où il y a des... Je dis toujours, bon, je travaille à mes choses, mais c'est dans la mesure où il y a de la demande ou de l'intérêt pour un sujet particulier que j'y mets davantage d'efforts. Comme là, pour l'instant, Le Tailleur et moi, nous avons en tête 4 publications, 4 volumes. Volumes caractérisés comme une volume bilingue, en nahuatl et en espagnol, et volumes dans lesquels nous retournons le contenu épuré, mais le contenu quand même de nos entrevues. Comme disaient les Autochtones, écoute, c'est bien votre résumé, mais on aimerait savoir ce que les guérisseuses, est-ce que les chasseurs, est-ce que les pêcheurs vous ont raconté au complet. Parce qu'ils sont morts, beaucoup d'entre eux que vous avez interrogés. Et on n'a plus de contact avec eux. Alors, voulez-vous nous donner ça? Alors, notre objectif, ça a été justement de restituer le contenu intégral de nos entrevues. Comme je le dis, épuré. Bien sûr, les entrevues, toujours en matériel brut. On fait des phrases, et les Nahuas font de très belles phrases avec les entrevues. On traduit en espagnol régional. Et en même temps, je fais une synthèse au début pour ceux de nos lecteurs qui ne sont pas aussi familiers avec la culture autochtone locale, pour qu'ils puissent situer un peu où ça va, tous ces matériaux. Alors, je dirais que présentement, c'est mon principal projet de retraite, dans ce que je vois comme une deuxième période de la retraite. J'avoue, alors, le décès d'Elena au printemps dernier, pour moi, ça a marqué une sorte de point d'arrêt par rapport à tout ce qui avait été la première partie de cette retraite-là. L'équation n'est plus là. Le rapport entre l'Espagne, le Mexique, ici, Montréal, ça va être tout réévalué. Et bon, donc je m'engage, je vois vraiment ça comme une deuxième partie avec ces 4 publications en tête. Et un intérêt assez marqué, je dois dire, particulièrement au Mexique, de la part à la fois des Autochtones, des organisations sociales et des collègues mexicains, pour le travail qu'on peut voir. Un collègue m'a demandé là-bas, comment on peut faire pour avoir un taller de tradition orale? Comment on peut faire pour pouvoir travailler avec un groupe autochtone qui accepte de collaborer, de produire les données, de les colliger, de les analyser? Mais je dis, écoute, moi, le tailleur, il m'est un peu tombé dessus. C'est parce qu'il y avait dans la région un groupe comme ça. Et moi, j'ai dit, je veux travailler avec vous. Ils ont dit, oui, mais nous, on travaille comme ça. D'autres ethnologues sont allés ensuite, ils leur ont dit, je vous embauche comme assistant. Ils ont dit, non, on n'est pas les employés de personne. Nous, on travaille en collaboration. Si vous êtes prêts à collaborer avec nous, nous allons voir, nous allons discuter. Mais on ne sera pas vos employés. Et j'ai un collègue américain qui a claqué la porte en sortant. Non, moi, j'engage des assistants de terrain. Comment voulez-vous que je vous situe sur la même pied? Je dis, moi, les Autochtones et moi, on a essayé de se situer dans une relation le plus égalitaire possible, en tenant compte des particularités de chacun, bien sûr. Il n'y a pas d'être absolument idéaliste, on a essayé de se situer toujours de base de dialogue. Et quand les gens du tailleur disent non, ça, on préfère que ce ne soit pas dans le livre, eh bien, je l'enlève du livre. Et quand ils disent non, c'est pas comme ça que ça se dit, ou non, ici, tu as une grosse erreur, Pierre. Comment dire, de ce que tu as pu tirer ça? Je me dépêche, bien sûr, de l'enlever.
Et par ailleurs, je défends mon point aussi quand il y a au plan de la méthodologie anthropologique, il y a des points qui doivent être faits. Comme je l'avais fait, on va étudier toutes les plantes et tous les animaux. On ne peut pas seulement prendre un petit groupe parce que l'information n'est pas la même chez toutes les personnes. Donc, chacun défendant son point de vue, on a réussi à établir et à maintenir une relation au cours de ces années. Au cours des années 90, il y avait un reflux là aussi, puisque les gens du Taïa se sont mis à chercher du boulot, tout comme les gens de la Tosepan essayaient de survivre. Et moi, j'ai travaillé davantage à l'amnésie matérielle. Et maintenant, dans les années 2000, il y a à nouveau un regain des deux côtés.